Alors, salut tout le monde, bienvenue dans ce petit segment de Web Journal. C'est pas vraiment un Web Journal, c'est plus un- une particule de Web Journal. Normalement, on aurait fait ça à la fin d'un Web Journal ou on aurait mis ça dans un Web Journal, mais tu sais, ça ne donnait pas et donc on s'est dit on va faire ça en semaine. Ça ne devrait pas durer très longtemps. C'est juste donner quelques réflexions sur ce qui se passe présentement en Ukraine. On en a quand même beaucoup parlé de l'Ukraine, vous savez. On a commenté ça dès le début des hostilités en février 2022. Et on a fait quelques mises à jour par la suite. On a expliqué des fois des petites retailles dans les web journaux, des réflexions comme ci, comme ça. Et puis, mais là, on va juste résumer tout ça dans un segment qui devrait durer moins d'une demi-heure. Je vais expliquer en fait la raison pour laquelle la Russie est en train de gagner et aussi ce qu'on voit présentement, ceux qui suivent ça de près, c'est-à-dire que le conflit est en train de se terminer. Parce que les États-Unis sont en train de lâcher Zelensky avec ce scandale de corruption qui, je pense qu'on m'a dit que Xavier Moreau disait la même chose, c'est-à-dire que ça vient des États-Unis. L'équipe, il y a une unité anti-corruption en Ukraine, le NABU, unité nationale anticorruption, etc. Et cette unité-là, anticorruption, a été mise en place par le département de la justice américaine. Le département de la justice américain. Et donc, ils ont des contacts étroits avec le gouvernement américain. Et là, présentement, c'est ça, ce bureau anticorruption est en train de faire tomber tous les hauts dirigeants du gouvernement Zelensky. Mais Zelensky s'accroche. Et donc, ça, c'est une stratégie de pression. Dans un des web journaux, je vous avais dit, je pense que c'est quand Trump avait reçu récemment, là, il y a comme 2 mois, Zelensky à la Maison-Blanche. Et je vous avais dit, éventuellement, quand ça va être le temps de le faire tomber, ils vont le faire tomber parce qu'on sait qu'il y a de la merde sur Zelensky avec la corruption, etc. Puis là, donc, ce que je disais à l'époque, il y a 2-3 mois, quand il est retourné à la Maison-Blanche, ben, vous le voyez maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont en train de le faire tomber. On va voir ça. Et donc, c'est généralement, quand c'est des signes avant-coureurs, ils devraient être capables de lire un peu le climat politique Zelensky. Et quand les États-Unis veulent faire tomber un de leurs alliés, généralement, c'est assez... c'est un signal fort. Et là, il continue à s'accrocher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans sa coke, là, avec quoi il coupe ça. Surtout que sur le terrain, il y a comme pratiquement plus rien. On dirait que, en tout cas, ces stratégies, la stratégie de l'Ukraine présentement de Zelensky n'a absolument aucun sens. Et vous allez voir, et c'est comme si on le poussait, d'une certaine façon, on le poussait dans une stratégie qui favorise la Russie finalement, parce que plus il s'accroche, plus il perd de pouvoir diplomatique. On va voir ça plus loin. OK, donc... on va faire juste un petit 5 minutes, une vision synoptique sur l'Ukraine. Ce conflit-là a commencé essentiellement en 1990 quand les États-Unis, le département d'État américain, a donné des garanties à Gorbatchev après la chute du mur de Berlin. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, ils ont démantelé le pacte de Varsovie. Il y avait l'OTAN et le pacte de Varsovie. Ils ont démantelé le pacte de Varsovie et ils ont dit oui, nous allons prendre l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN, mais il n'y aura pas d'expansion après ça par la suite. Et là, on sait qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Il y a eu plusieurs vagues d'expansion de l'OTAN. Et donc, ça a été la première promesse brisée. La Russie a vu au cours des 20-25 années suivantes des vagues succès. Donc, la Russie s'était désarmée, s'était apaisée, avait désarmé, déconstruit le pacte de Varsovie, mais l'OTAN, lui, était belliqueux. Tout ça était évidemment dans une stratégie qui a été expliquée par Zbigniew Brzezinski dans The Grand Chessboard, le grand échiquier, où il disait que l'Ukraine était le pivot pour l'Eurasie, pour contrôler le Heartland, l'Eurasie, etc. En géopolitique, c'est essentiel. L'Ukraine est un pivot essentiel en géopolitique qui permet de contrôler l'Eurasie. Ce que Mackinder en géopolitique appelait le Heartland. Et donc, c'est ça. Vous voyez, ici, il y a plusieurs articles, vous pouvez trouver ça dans une intelligence artificielle, mais National, c'est les archives de la sécurité nationale. L'OTAN, expansion de l'OTAN, ce qu'a entendu Gorbatchev, des documents déclassifiés révèlent que les assurances de sécurité contre l'expansion de l'OTAN
donné aux dirigeants soviétiques par James Baker, George Bush le père, Genscher, Kohl, le chancelier allemand, Gates, Mitterrand, Thatcher, Heard, etc. Un panel d'études slaves aborde la question de qui a promis quoi concernant l'élargissement de l'OTAN. Ils ont promis de ne pas dépasser, je pense, c'est l'Elbe, la rivière en Allemagne. Et là, ils sont rendus jusqu'en Ukraine, etc. Mais là, par la suite, c'est ça. Il y a eu le département d'État américain a investi des milliards de dollars en Ukraine pour des groupes pro-démocratie, etc. De sorte que quand les élections n'ont pas fait leur affaire en 2013, ils ont créé un coup d'État, le coup d'État de Maïdan. Ils ont renversé le gouvernement démocratiquement élu qui était quand même assez favorable à la Russie et l'ont remplacé par un pantin. Il y a même les BHL qui se sont rendus sur place. Ça vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur ce coup d'État. Chrystia Freeland, la vice-première ministre canadienne, qui s'est rendue aussi à Kiev, etc., a financé les groupes néo-nazis qui ont piloté tout ça. Et donc, il y a déjà eu, donc, il y a eu les promesses qui ont été brisées, il y a eu le coup d'État par la suite. Ce coup d'État-là a eu lieu pendant les Jeux olympiques de Sochi, durant ce qu'on appelle la trêve olympique. Donc, Poutine ne pouvait pas réagir à ce moment-là. Et par la suite, l'Ukraine a demandé à faire partie de l'OTAN et a suggéré à plusieurs reprises qu'elle voulait se doter d'armes nucléaires et aussi il y a la question des laboratoires d'armes génétiques, d'armes biologiques, mais aussi d'armes génétiques qui a été évoquée par plusieurs personnes, dont Tulsi Gabbard et RFK Junior. C'est donc des armes génétiques contre, par exemple, les Russes, là, une population russe. Il y avait des laboratoires comme ça en Géorgie et en Ukraine. Voilà, donc c'est la raison de l'intervention. Si les États-Unis, s'il y avait eu quelque chose de similaire au Mexique, les États-Unis seraient intervenus immédiatement. Okay? Et donc, par la suite, donc, il y a eu le début du conflit en Ukraine avec les zones, le Donbass qui s'est littéralement séparé. Il y a eu des référendums, ils se sont séparés de l'Ukraine. Et il y a eu un début de conflit, de guerre civile, etc. Et il y a eu les accords de Minsk. Vous voyez, les accords de Minsk, où est-ce qu'on disait, on stabilisait la ligne de conflit, on essaie d'éviter la guerre civile, etc. Mais les accords de Minsk, c'était simplement pour gagner du temps, pour armer l'Ukraine, pour entraîner les ministres néo-nazis, pour faire en sorte que l'Ukraine se dote d'une armée puissante, vendre des armes à l'Ukraine pour qu'elle puisse livrer une guerre contre la Russie. C'est pas moi qui le dis, c'est Angela Merkel. Elle dit, ancienne chancelière allemande, Merkel admet que l'accord de Minsk n'avait pour seul but que de gagner du temps pour le renforcement militaire de l'Ukraine. C'est important de comprendre ça parce que là, c'est la diplomatie, puis ça montre aussi que quand Poutine signe des accords avec les Occidentaux, ça n'a aucune valeur. Les Occidentaux ne respectent jamais leurs paroles. Poutine affirme que la perte de confiance envers l'Occident compliquera de futures négociations avec l'Ukraine. Vous retrouvez ça aussi dans Wikipédia sur les accords de Minsk. En 2022, Angela Merkel a déclaré que l'accord était une tentative de donner du temps à l'Ukraine. Reuters a rapporté que l'Ukraine avait mis ce temps à profit pour renforcer ses forces armées. Donc, ils ont signé un accord avec la Russie juste pour donner du temps à l'Ukraine parce que le conflit était inévitable. Le conflit est inévitable depuis que l'Ukraine est considérée comme un pivot pour le contrôle du monde, contrôle en fait de l'Eurasie. Et qui contrôle l'Eurasie, le Heartland contrôle le reste du monde. C'est la théorie de Mackinder. Donc, Poutine ici, la Russie devra peut-être un jour conclure un accord avec l'Ukraine, mais ses partenaires ont déjà été infidèles par le passé. Et donc, Poutine, là, ça vient à j'explique ça parce que je veux expliquer la stratégie de la Russie, le changement de stratégie de la Russie d'une guerre de mouvement, d'une blitzkrieg. Initialement, en 2022, c'était une blitzkrieg, une guerre de mouvement pour encercler les grandes villes, etc. Puis, ils ont changé de stratégie par la suite. Et on va voir ça et de quelle façon les généraux de l'OTAN se sont fait avoir là-dedans. Donc, Poutine qui ne faisait pas confiance aux Occidentaux parce que les Occidentaux avaient à de multiples reprises, tant au niveau de l'expansion de l'OTAN que du coup d'État de Maïdan, que les accords de Minsk avaient rompu leurs promesses. Et c'est ce qu'ils font partout dans le monde. Par exemple, l'allié des États-Unis, l'agent de la CIA, Noriega, a arrêté l'intervention au Panama. Kadhafi ici avec Sarkozy avant de se faire renverser et tuer, empaler, etc. Même chose avec Bachar el-Assad, un allié de la France, etc., jusqu'à temps qu'on le renverse, et de Saddam Hussein, encore une fois, un allié des États-Unis jusqu'à temps qu'on le pende. Et donc, on ne peut pas faire confiance aux Occidentaux. Et la Russie, donc, a adapté sa stratégie en conséquence du fait qu'on ne pouvait pas signer d'accords diplomatiques avec les Occidentaux qui ne font que violer leurs paroles, mentir et tromper leurs alliés, planter des coups de couteau dans le dos de leurs alliés. Et donc, à partir du moment où est-ce que tu ne peux pas signer un accord avec les Occidentaux, qu'est-ce que tu fais?
ben, tu te bats sur le terrain. Évidemment, la guerre est inévitable, mais si après, par exemple, si tu as des victoires militaires, après 2 ans, tu as des victoires militaires, par exemple, si, regardez ici juste les cartes, en mars, le 12 mars 2022, c'est-à-dire 3 semaines après le début de l'invasion, le début de l'opération, les forces russes avaient encerclé Kiev, ils avaient encerclé Kharkov et ils avaient pris Kherson. Donc, les plus grosses villes de l'Ukraine avaient été prises. Ben, essentiellement, là, Kiev était encerclé, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les Russes se sont retirés. Les Russes il y a eu cette espèce d'accord, et puis Boris Johnson est allé négocier ça finalement. Et les gens disent que Boris Johnson c'est à cause de lui que la guerre a continué. Parce qu'il a dit aux Ukrainiens de ne pas négocier avec la Russie. Là. Boris Johnson, l'ancien premier ministre anglais. Le truc, c'est que le fait de ne pas signer d'accord va dans le sens de la stratégie russe. Parce que si... Et là, c'est là que vous devez comprendre ce qui se passe là. Si la Russie avait, après avoir encerclé Kiev, Kharkov, Kherson, après avoir pris Kherson, etc., si la Russie avait signé un accord de paix avec les Occidentaux, avec l'OTAN, avec Zelensky, qu'est-ce que vous pensez qui se serait passé à ce moment-là? Est-ce que les Occidentaux auraient respecté leur accord 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, ou bien ça aurait juste été comme une trêve, comme les accords de Minsk, et l'Ukraine aurait continué à renforcer son potentiel militaire, il y aurait eu une accession, une adhésion à l'OTAN, entre-temps, etc., etc. C'était pas possible de faire confiance, encore une fois, à un accord signé puisque les Occidentaux ne respectent jamais leurs accords. Et donc, ce que la Russie a fait, c'est qu'elle s'est retirée du nord et du nord-est de l'Ukraine et même d'une partie du sud. Vous le voyez ici, donc vous avez les 2 cartes. J'aurais dû avoir une place avec les 2 cartes, une à côté de l'autre. Donc, la Russie se retire du nord et ne concentre ses forces que dans le Donbass. Donc, comparez les 2 cartes. Là, vous allez voir après ça, vous allez comprendre la stratégie russe. Donc, ils quittent tout le nord, ils évacuent tout le nord et une partie du sud et se concentrent leurs troupes seulement dans le Donbass. Là, vous avez ici la deuxième carte, ici, avec les encerclements, la carte grise, là. C'est ce mois-ci de novembre. Et donc, pourquoi la Russie se retire d'une partie, alors qu'elle avait mené une guerre de mouvement, là, une blitzkrieg, et qu'elle avait encerclé Kiev, Kharkov, etc. Pourquoi elle se retire et qu'elle ne concentre ses troupes que sur une fine ligne d'opération dans le Donbass? Elle montre diplomatiquement, la Russie montre diplomatiquement qu'elle n'est pas intéressée à conquérir l'ensemble de l'Ukraine, puisque si son objectif, c'était de conquérir l'Ukraine, elle n'aurait pas abandonné ses positions, elle n'aurait pas reculé. Donc, l'objectif, ce n'est pas de conquérir l'Ukraine. L'objectif, c'est d'assurer l'autonomie du Donbass qui a été annexé à la Russie, qui a voté pour l'annexion à la Russie, etc. Ce que l'Ukraine conteste, ça dit que ça fait partie du territoire ukrainien, etc. Et Zelensky ne veut pas négocier, mais ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément dans cette stratégie-là, et qui a échappé complètement aux généraux de l'OTAN, c'est que la Russie a joué le long terme. La Russie a joué une guerre d'attrition, c'est-à-dire que quand on regarde, moi, ça fait 3 ans, presque 4 ans que je suis le conflit, quotidiennement, on pourrait dire quotidiennement. Il y a des parties où est-ce que je n'ai pas suivi le conflit, mais quand tu regardes la stratégie de la Russie, la stratégie de la Russie, ça a été une stratégie d'attrition, c'est-à-dire que ça n'a pas été une stratégie de conquête de territoire, ça a été une stratégie de réduction du potentiel militaire ukrainien dans l'absolu. C'est-à-dire que ce que la Russie a fait, c'est qu'elle s'est arrangée pour créer partout où est-ce qu'elle le pouvait des espèces de chaudrons ou ce qu'on appelle en anglais des kill box,
où les troupes ukrainiennes rentraient, puis là, on éliminait les troupes ukrainiennes. Et la Russie ne prenait pas le territoire. Par exemple, la ville de Bakhmut, ça a duré, je pense que ça a duré 8 mois à peu près. La prise de cette ville-là a duré 8 mois. Elle était encerclée par la Russie. Mais la Russie n'avançait pas, c'est-à-dire qu'elle ne faisait que détruire les troupes qui rentraient dans la ville. Les Ukrainiens voulaient défendre la ville, rentraient dans la ville, la Russie bombardait, mais n'avançait pas. Et les Ukrainiens continuaient à rentrer des troupes, et c'est comme ça a été comme ça à beaucoup d'endroits sur le front, c'est-à-dire que la Russie n'avançait pas, elle ne faisait que créer des chaudrons où les troupes ukrainiennes rentraient, et elle détruisait systématiquement les troupes ukrainiennes. La stratégie de la Russie a été basée sur de l'artillerie et sur des missiles, sur du bombardement. Et c'est seulement quand il y avait pratiquement plus rien, quand c'était facilement gagné, que les troupes russes prenaient du terrain. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé une stratégie, c'est pas du risque zéro, mais une stratégie où est-ce qu'ils essayaient le plus possible de ménager leurs troupes et de détruire le plus de personnel ukrainien en face. Et la raison pour laquelle la Russie a choisi cette stratégie-là, je l'ai déjà glissé dans un web journal, c'est que la seule garantie véritable que Poutine pouvait avoir d'une paix avec l'Ukraine, c'est de faire en sorte que l'Ukraine ne puisse pas se relever militairement avant au moins une génération. Donc, l'objectif de la Russie, c'était pas de signer un accord de paix, mais de faire en sorte que le coût de la guerre, le coût humain et le coût matériel a été tellement élevé que l'Ukraine ne puisse pas se relever pour une génération. Et cette stratégie-là impliquait de faire disparaître une génération d'Ukrainiens, de jeunes soldats, etc. Ça prenait la mort. Je sais que c'est compliqué. Encore une fois, les gens, c'est pour ça que je vous ai dit dans le dernier web journal que c'est de la stratégie militaire. Les gens comprennent mal. Mais la seule garantie réelle que la Russie avait, c'est de faire disparaître une génération de jeunes Ukrainiens, de soldats potentiels. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Donc, il fallait des morts. Il fallait tuer, je vais être cru, là, il fallait tuer des centaines de milliers, voire des millions d'Ukrainiens. Il fallait... Ouais. C'est pour ça que c'était une stratégie d'attrition. OK? Et non pas une guerre de mouvement. Ils ont commencé avec une guerre de mouvement. Ils ont fait peur au début. Kiev est presque tombé. Kiev est encerclé. Kharkov est encerclé, etc. Finalement, les Russes se retirent et se place sur une ligne défensive. Essentiellement, au début, c'était une ligne défensive. Et à chaque fois que ils s'arrangeaient pour créer des chaudrons, les Ukrainiens rentraient et ils éliminaient systématiquement les Ukrainiens. Et ça a été comme ce qu'on appelle en anglais un meat grinder, c'est-à-dire une véritable boucherie. Un meat grinder, c'est comme je ne sais pas si quelqu'un a c'est pas un abattoir, c'est... une espèce de je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment le traduire en français, un meat grinder, un hachoir à viande. Parce que, encore une fois, si la Russie signe, quand la Russie va signer quelque chose finalement, au moment où la Russie va signer quelque chose, il faut qu'elle soit certaine que l'Ukraine ne puisse pas se relever militairement. Donc, il faut qu'elle soit drainée de ses ressources financièrement à terre, que l'OTAN, tous les stocks, les réserves militaires de l'OTAN aient été détruites et qu'au niveau du personnel, elle n'ait plus de soldats pour se relever et continuer la guerre. Donc, l'objectif, ça a toujours été, si vous regardez, la Russie n'avançait pas. Et on se demandait pourquoi, pendant un certain temps, on se demandait comment ça se fait que la Russie n'avance pas. Là, ils ne faisaient que tuer le plus possible avec de l'artillerie des soldats ukrainiens. Les soldats ukrainiens rentraient dans un village, la Russie aurait pu encercler, prendre le village, etc., mais elle ne le faisait pas. Elle ne faisait que tuer tous ceux qui rentraient dans le village et elle attendait. Quand les soldats étaient morts, l'Ukraine envoyait d'autres soldats, la Russie bombardait, les soldats mouraient, ils envoyaient d'autres soldats comme ça, et ça a été comme ça. C'était de la chair à canon, une tuerie, un hachoir, ouais, c'est ça.
Mais je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Donc, la stratégie, les généraux de l'OTAN ont été déjoués. L'OTAN a cru à une guerre de territoire. Les généraux de l'OTAN ont pensé que la Russie cherchait à acquérir du territoire, à gagner des villes, etc., etc. Or, la Russie, comme d'habitude, elle est toujours comme ça. La Russie est très patiente dans sa stratégie et elle a donné l'impression de reculer et même de perdre du terrain, que ça allait mal, etc. Mais finalement, ça a été une stratégie pour faire avancer les Ukrainiens dans des chaudrons où elle éliminait systématiquement. Et là, maintenant, on se retrouve 2 ans plus tard, et ce qui se passe sur le front, c'est que l'Ukraine n'a plus aucune troupe. Et il y a des troupes maintenant partout sur le front. C'est-à-dire que, par exemple, en 2022-2023, s'il y avait 100 soldats par kilomètre, je donne un exemple comme ça, je ne sais pas c'est quoi les chiffres, s'il y avait 100 soldats par kilomètre sur toute la ligne, sur les centaines de kilomètres de la ligne de front, à peu près 100 soldats par kilomètre, là, aujourd'hui, il n'y en a plus 100. Ils sont plus capables de... Il y a 20 soldats par 100 kilomètres. Vous comprenez? On est passé de 100 soldats au kilomètre à 20 soldats du kilomètre, de sorte que là, maintenant, la Russie peut avancer sans presque aucune opposition. Il y a des trous partout dans le front, surtout dans le sud. Et il y a des encerclements, il y a des gigantesques encerclements. Hein, des grosses villes sont en train de tomber comme Volchansk, Kupiansk, ça c'est fait, ça a été annoncé hier par le ministère de la Défense russe, la ville de Liman, qui est un point de transit ferroviaire, la ville de Siversk, Oulialpol et Pokrovsk. C'est-à-dire que, alors que pendant 2 ans, il ne s'est pratiquement rien passé sur le front, et des grosses villes comme ça, il y en avait comme une par année ou une aux 6 mois qui tombaient. Là, on est rendu à un point où est-ce que il y a comme au mois de novembre, il y en a comme 5 qui vont tomber. Novembre, début décembre, il y en a comme 5 qui tombent. Pokrovsk, c'est fait. Siversk est encerclé. Liman aussi, c'est encerclé. Kupiansk, elle vient de tomber. Donc, les 2 grosses villes, Kupiansk et puis... et les Ukrainiens, à chaque fois qu'il y a un trou, par exemple, là, ils sont seulement 20 soldats aux 100 km. De sorte que c'est maintenant les Russes, comme les Ukrainiens ne sont pas capables de garder la frontière. Donc, les Russes rentrent partout. Ils ont des percées. Tu sais, comme la Blitzkrieg, il y a des percées. Donc, là, maintenant, c'est le temps de faire une guerre de mouvement parce qu'il n'y a plus de soldats pour défendre le front. Et donc, c'est comme en 40 avec la France, là, la Blitzkrieg, on perce le front et on se retrouve sur les lignes arrière. Et là, c'est comme ça partout maintenant. Et donc, à chaque fois qu'il y a une percée maintenant, là, les Ukrainiens doivent prendre des unités un petit peu partout, dégarnir les autres fronts pour colmater la brèche. Mais c'est ça, c'est qu'ils dégarnissent le reste, et là, les Russes commencent à rentrer partout, etc. Donc, c'est comme un bateau qui commence à couler. Au début, tu as comme un trou, tu as une brèche, tu colmates la brèche, et après ça, tu en as une autre, et finalement, ton bateau coule, et c'est ça qu'on est en train de voir avec l'Ukraine, et ça s'inscrit sur une crise de corruption en plus. Là, c'est les États-Unis. Ils auraient pu faire, je suis pas mal certain que c'est les États-Unis qui font tomber Zelensky. Ils auraient pu le faire l'année dernière, mais évidemment, tu attends le moment où tout va mal sur le front pour accentuer ça. Et donc, tout arrive, on est comme on dit en anglais, une perfect storm, une tempête parfaite, où est-ce que le front est en train de se désagréger complètement. Et il y a des percées partout, les villes tombent une par une rapidement, et en plus de ça, on lui colle un scandale de corruption dans les pattes. Donc, sans soldats, Kiev n'a plus aucun pouvoir de négociation. C'était ça l'essentiel de la stratégie russe, c'est-à-dire que tant que l'Ukraine allait avoir une jeunesse suffisamment importante pour être sacrifiée, pour défendre la patrie, etc., l'Ukraine avait énormément de pouvoir diplomatique, de pouvoir politique, c'est-à-dire que n'importe quel accord aurait pu être renversé. Tant que l'Ukraine avait des millions de jeunes hommes encore disponibles pour envoyer au front, n'importe quel accord signé n'aurait rien valu. Elle aurait été renversée, parce que c'est ça que les Occidentaux font. Mais à partir du moment où l'Ukraine n'a plus de soldats à envoyer au front, il reste littéralement plus personne, tu perds ton pouvoir de négociation. Les capacités militaires
égale puissance diplomatique. Et c'est ça que les Russes ont compris, c'est ça que l'OTAN n'a pas compris. L'OTAN a pensé à une guerre de territoire alors que la Russie jouait une guerre d'attrition pour réduire la capacité militaire de l'Ukraine et en conséquence sa puissance diplomatique. Je ne sais pas si vous me suivez, là. OK, donc, capacité militaire égale puissance diplomatique à partir du moment où est-ce que l'Ukraine n'a plus de soldats à envoyer au front. Ils sont passés de 100 par kilomètre à 20 par kilomètre et il y a des trous partout. Ils perdent une ville, à toutes les 2 semaines, une grosse ville au lieu de 1 ou 2 par année. Eh bien, ils ont plus de pouvoir. Ils ont plus de pouvoir diplomatique. Vous comprenez ce que... Donc, ça a été essentiellement ça, la stratégie de la Russie, une stratégie visant à éliminer des millions de jeunes hommes. Réduire le... Et c'est ça la pensée stratégique. Je veux dire, quand on est à ce niveau-là d'opération, rappelez-vous les 3 niveaux, je vous avais dit, je vais parler du niveau tactique, du niveau opérationnel et du niveau stratégique. Le niveau tactique, c'est qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans la ville de Pokrovsk. Le niveau opérationnel, c'est quand on remarque qu'il y a des trous partout sur le front. Et le niveau stratégique, c'est la stratégie visant à réduire le potentiel humain de l'Ukraine. Meat grinder, hein, le hachoir. Et c'est très difficile à saisir pour des civils, mais c'est ça. C'est-à-dire que la seule façon qu'on pouvait signer un accord, c'est après avoir préalablement vidé l'Ukraine de ses forces vives. Et donc, voilà, parce que c'était pas possible autrement. J'ai l'impression que je l'explique mal, c'est pour ça que je me répète, là. Mais finalement, c'est question aussi de la crise politique. Donc, ça ici, ça, c'est les Occidentaux qui lâchent Zelensky. Ça, c'est le Atlantic Council, le très mondialiste forum Atlantic, think tank Atlantic Council. Zelensky est confronté au plus grand scandale de corruption de sa présidence. Rappelez-vous le Zelensky là, qui faisait la tournée des parlements partout dans le monde. Il est venu au Canada, il est venu au Québec? Je ne me rappelle pas s'il est peut-être même venu au Québec. Il a été accueilli comme un héros aux États-Unis. Il parlait devant le Congrès en Europe. C'était comme, la main sur le cœur. Maintenant, il est devenu persona non grata. Et ça, encore une fois, c'est un croc-en-jambe politique de la part des États-Unis. Les plus hauts dirigeants de son régime sont en fuite ou ont été limogés. Associated Press. Autrefois un négociateur discret, un ancien associé de Zelensky est accusé dans un scandale de corruption en Ukraine. C'est lui ici, je pense que son nom, c'est Yermak. Je me rappelle, il y en a 2, 3 là. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un ancien associé d'affaires de Zelensky appelait les compagnies en Ukraine et leur disait « Tous les contrats gouvernementaux que vous recevez, vous nous renvoyez 10 ou 15 ». C'est un peu comme le scandale des commandites au Canada. Rappelez-vous, c'était quoi le scandale des commandites avec le Parti libéral lors du dernier référendum de 1995, c'est-à-dire le gouvernement fédéral donnait de l'argent à des compagnies, puis les compagnies donnaient de l'argent. Après ça, une rétrocommission au Parti libéral. C'était un peu le même système. Et donc, lui, plusieurs d'entre eux sont en fuite. Il y en a qui sont partis en Turquie, d'autres qui se cachent en Pologne. C'est les personnes autour de Zelensky. Sa ministre de l'Énergie, je ne me rappelle pas comment elle s'appelle, a été limogée. Le ministre de la Justice a aussi été limogé, German Galushko. Donc, le régime Zelensky décapité, affaire de corruption en Ukraine, des députés accusent le bras droit de Zelensky d'être impliqué et exigent sa démission. Kiev limoge le ministre de la Justice pour corruption. Le ministre de la Justice pour corruption lié à un ancien conseiller de Zelensky. Un proche collaborateur de Zelensky pourrait être limogé suite à un scandale d'extorsion, selon les médias. Ça, c'est Yermak, c'est lui, Yermak. L'autre, c'est, je me rappelle peu, Grishchuk. On les lit, mais après ça, en ondes, c'est difficile de... Et donc, le régime de Zelensky qui est en train d'être... Il y a à peu près, je pense qu'il y a 7 ou 8 personnes près de Zelensky, des amis, des conseillers, ses ministres de l'Énergie, de la Justice, etc., qui sont renvoyés, qui ont pris l'avion, qui se sauvent, Oui, ça sent la fin de régime. Et on essaye, parce que là, on veut mettre un terme à la guerre en Ukraine, tant sur le front
qu'au niveau politique, là, ça ne tient plus. Et rappelez-vous, quand les Occidentaux lâchent leurs amis, c'est pour ça que je disais en début de Web Journal, il faudrait que Zelensky puisse sentir l'air du temps. Rappelez-vous de Kadhafi, rappelez-vous de Assad. Quand on les lâche, qu'est-ce qui se passe? Il reste encore peut-être un peu de temps pour Zelensky, mais il va devoir faire vite. Parce que ça ne peut que s'empirer. Et là, l'unité qui fait ces enquêtes-là sur le gouvernement Zelensky, c'est le fameux NABU, N-A-B-U, qui a été mis en place par le département de la justice américaine. Department of Justice, Criminal Division, voilà, c'est comme les ambassadeurs de l'OPDAT sont déployés à l'ambassade des États-Unis de Kiev. L'OPDAP a notamment joué un rôle déterminant dans la mise en place du Bureau national anticorruption, NABU, et des parquets spécialisés anticorruption, blablabla. Ces organes-là qui ont été mis en place, qui ont été financés par les États-Unis, qui font tomber Zelensky, vous comprenez? Et c'est ce que je vous disais encore une fois, il y a comme 2 mois, quand je disais, Trump, à partir du moment où est-ce que tu es corrompu, ben les États-Unis ont la merde sur toi, ils peuvent te faire chanter, etc. Puis là, c'est ça, on sent, c'est les premières tentatives de déstabilisation. C'est majeur, là. Mais Zelensky s'accroche, et donc ça va être, sortez votre popcorn, ça va être un rodéo. Tout ça pour dire que autant la tête du régime, je donnais la même image lors du dernier Web Journal, autant la tête du régime est en train de s'effondrer que la base, c'est-à-dire la base de la pyramide, ce qui se passe sur le front, au niveau du front, ils sont en train de tout perdre. Et là, les personnes qui regardaient le front disaient « Ah, telle ville va tomber seulement en 2026 ». Comme Siversk, là, les gens disaient, elle est encerclée, elle va probablement tomber en début 2026. Elle est à moitié prise maintenant, là. C'est-à-dire, il reste peut-être 2 semaines à Siversk, là. C'est une ville après l'autre, et donc c'est ça. Le front est poreux, les Russes rentrent, les Russes ont conservé leurs troupes alors qu'ils ont envoyé au hachoir la jeunesse ukrainienne. L'Ukraine n'a plus de. Et donc, vous comprenez la profondeur de la stratégie russe, ça a été, ils savaient dès le départ que c'était une guerre qui allait durer des années et se sont dit qu'on ne sera jamais capable de négocier quoi que ce soit tant que l'Ukraine aura une force, aura par exemple l'appui tant que les stocks d'armement de l'OTAN seront pleins et qu'il y aura de la jeunesse à sacrifier. La Russie a compris que tant que les stocks de l'OTAN seront plein et qu'il y aura une jeunesse à sacrifier en Ukraine, ça ne servait à rien de signer quoi que ce soit. Et donc, l'objectif de la Russie, ça n'a jamais été, contrairement à ce que les newfs généraux de l'OTAN ont pensé, de vraiment engager, esti. Ça n'a jamais été de prendre du territoire. Il disait, Poutine veut attaquer la Pologne, Paris est la prochaine. C'est quoi qu'il dit, le chef des forces armées françaises? Là, il dit, préparez vos enfants à mourir, il faut accepter la mort de nos enfants. Blablabla. Ça n'a jamais été ça, ça n'a jamais été ça. Ça a été une stratégie bien pensée, c'est des joueurs d'échecs, et il y a probablement de l'intelligence artificielle militaire impliquée là-dedans, qui ont rentré la totalité des forces armées ukrainiennes, etc., dans une stratégie d'artillerie, faisant de chaudrons, de hachoirs humains, disant que fin 2025, début 2026, le front allait craquer partout. Et ça, je suis pas mal sûr qu'il y a de l'intelligence artificielle militaire qui est impliquée dans ces calculs-là. Mais de sorte que, je le répète une dernière fois, tant que l'Ukraine avait une jeunesse à sacrifier et que l'OTAN avait des réserves, ça ne servait à rien de signer quoi que ce soit. Et donc, il fallait créer une stratégie d'attrition où est-ce qu'on réduit la jeunesse ukrainienne, on détruit son potentiel humain pour au moins une génération et on vide complètement les stocks de l'OTAN afin d'arriver à une capacité militaire pratiquement nulle et une puissance diplomatique pratiquement nulle. Tu réduis les capacités militaires, tu réduis la puissance diplomatique. Et donc, c'est très cynique comme stratégie. C'est une stratégie, là, pourtant, on serait tenté de dire Poutine le boucher comme Netanyahou, etc. Une stratégie qui vise à tuer ou rendre hors d'état de combattre des millions de jeunes Ukrainiens. Mais s'il n'y avait pas d'autres possibilités, à cause
de la volonté politique des Occidentaux. C'est toujours une question de volonté politique. La guerre, c'est une question de volonté politique. Hein. J'ai déjà expliqué ça avec Gaza. Qui est prêt à, jusqu'où tu es prêt à accepter des pertes avant de signer? Par exemple, en 40, la France aurait pu continuer à se battre, envoyer tout, là, femmes, enfants sur le front, etc. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient préserver la vie française. Et donc, ils ont signé l'armistice, ils ont signé avec l'Allemagne. Mais il y a des... en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est toujours, dans les questions stratégiques, c'est toujours une question de volonté politique. Jusqu'où tu es prêt à souffrir pour obtenir des gains politiques. Dans ce qui concerne le régime de Zelensky et l'OTAN, ils étaient prêts à sacrifier, à faire une guerre totale contre la Russie et d'envoyer toute leur jeunesse. Et donc, étant donné qu'ils étaient prêts à envoyer toute leur jeunesse au casse-pipe, la stratégie de la Russie, ça a été de réduire leur potentiel militaire et d'affaiblir leur puissance diplomatique. Et seulement à ce moment-là, la Russie allait être capable de signer quelque chose avec ses alliés. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Ça a duré un petit peu plus qu'une demi-heure, 38 minutes. Je ne sais pas si c'était clair. Quelqu'un dit, n'oublions pas que Boris Johnson a influencé l'Ukraine à continuer la guerre. Mais tu viens d'arriver sur le chat parce que j'ai parlé de Boris Johnson au début. Boris Johnson, en faisant ça, n'a-t-il pas joué double jeu finalement? Parce qu'il donnait à la Russie exactement ce qu'elle avait besoin. La Russie savait qu'un accord signé avec l'Ukraine n'allait rien donner tant que l'Ukraine allait avoir tout le stock militaire de l'OTAN derrière elle et encore des millions de jeunes hommes à envoyer au casse-pipe. Et donc, Boris Johnson a essentiellement fait le jeu de la Russie. La Russie avait besoin d'une continuation du conflit pour arriver à son objectif. Mais si vous réfléchissez correctement à ça, Boris Johnson a fait le jeu de la Russie. Ça a l'air qu'il a trahi, mais c'est le contraire. OK? Merci. Les gens ont dit c'est clair. J'espère que c'est très clair. Parfait. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Donc, le conflit est en train de se terminer. Boudanov. Il y a un gars que je suis aussi qui est très intéressant. C'est le chef des forces spéciales ukrainiennes, Boudanov. Lui, il a dit, en fait, dans un communiqué, a dit qu'on en avait encore jusqu'à au moins février et qu'au mois de février, l'Ukraine serait probablement en meilleure position pour négocier. En fait, c'est pas exactement ces mots, mais il renvoyait les négociations et la signature d'un accord en février. Évidemment, d'ici là, les Russes vont continuer à prendre du terrain. Et là, il y a 5 villes qui tombent. Et après ces 5 villes, le truc, c'est qu'après ces 5 villes-là, c'est de la campagne, il n'y a rien, il n'y a plus de défense, il n'y a plus de défense ukrainienne, il n'y a plus de fortification, parce que entre le moment où ils ont signé les accords de Minsk et le début des hostilités en 2022, de 14, ils ont créé un système de fortification sur la ligne du Donbass, et là, la Russie a percé tout ça. Et là, on se retrouve en campagne avec plus aucun système de défense, et donc la Russie, dans les 2 prochains mois, va avancer sur des centaines et des centaines de kilomètres de franche campagne et va se retrouver sur une autre ligne beaucoup plus loin de ville, beaucoup plus en profondeur. Et c'est là que ça va être le temps de négocier. Donc, Boudanov, lui, on pourrait le qualifier comme... Il a été formé par les Américains, c'est le chef des forces spéciales et c'est un homme à surveiller. Donc, il pourrait remplacer Zelensky, potentiellement, là. Voilà. Donc... un conflit qui tire à sa fin et finalement, c'est ça. Voilà, je me répète. On va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec, comme d'habitude. Merci à ceux qui nous soutiennent, qui nous permettent de créer ces analyses qu'on ne retrouve nulle part. Je n'écoute pas Xavier Moreau. Je ne sais pas s'il a la même lecture que moi de la situation. Je sais qu'il a dit, c'est ça comme il a dit que c'était les Américains qui étaient derrière la tentative de déstabilisation de Zelensky. Et je pense effectivement que c'est ça. On veut mettre un terme au conflit.
Et Zelensky a beaucoup de squelettes dans le placard en termes de corruption, on le sait, tout ça. Et donc, ce sont les premiers soubresauts visant à le faire tomber. Voilà. De toute façon, indépendamment de ce qu'on en pense, c'est indéniable que la Russie a utilisé une stratégie d'attrition. N'importe qui regarde le front ukrainien remarquait que la Russie n'avançait pas. C'est littéralement, tu vois, des vagues d'Ukrainiens qui se présentaient. On détruisait les vagues d'Ukrainiens et la Russie n'avançait pas. Et il y a d'autres vagues d'Ukrainiens qui rentraient, la Russie ne bougeait pas. Ça a été une stratégie d'attrition qui a fait en sorte, sur le long terme, que l'Ukraine a perdu sa capacité militaire et donc sa force diplomatique, sa capacité de négocier quelque chose. C'est toujours un rapport de force, la négociation. Là. Hein, j'ai comme des plus gros muscles que toi, etc. Et à partir du moment où est-ce que tu es complètement dégonflé puis tu es un petit chat devant un tigre, des fois, les chats sont surprenants. Tu vas regarder les vidéos de chats, là, mais il n'y a plus rien à négocier. C'est-à-dire, si tu fais comme 110 livres devant, genre, le gars qui fait comme 290 livres, plein de muscles, c'est ça qui se passe présentement. Donc, ça a été ça, à mon sens. Je pense que c'est indéniable que ça a été la stratégie de la Russie. Le fait de réduire le potentiel militaire et humain de l'Ukraine comme préalable aux négociations. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans 2 jours pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Ciao.